34 et de 30 semaines. D. A et C. Donc A et C. La réponse est... Hein? Vous dites? C'est le D qui est A et C. C'est pas la voilà. réponse que Ok, d'accord. Voilà, la réponse c'est le A. A. Donc Je en propose réalité, le A. on ne devrait pas donner la sulfadoxine aux femmes qui sont allergiques. Donc la bonne réponse est effectivement le A. On continue. Question 12. Question 12. D'accord. Le 12 dit, pour les femmes souffrant d'un paludisme grave au premier trimestre, on devrait donner une injection de quinine, orienter immédiatement, donner de la quinine en perfusion, donner de l'amodiaquine ou sulfadoxine. La bonne réponse est... Hein? Sané dit quoi? Je dis c'est le C. La bonne réponse est C. On devrait donner de la quinine en perfusion, paludisme grave chez la femme enceinte. Donc la bonne réponse, c'est effectivement le C. On continue à la question 13. Concernant le VAT, continuez Sané. Monsieur Ouedraogo. Oui. Je m'excuse, je reviens à la question 12. Oui. La question 12. Oui. Ici, orienter immédiatement là. Oui. C'est référé ou bien... C'est ça. Je ne comprends pas. C'est référé. Oh. 13. La deuxième dose de VAT s'administre à 2 semaines après la première dose, 4 semaines après la première dose, 5 semaines après la première dose, 6 semaines après la première dose. Je préfère le B. 4 semaines après la première dose. 4 semaines après la première dose. C'est ça? Généralement, effectivement, quand on fait le VAT 2 là, il se fait 1 mois après, effectivement, la première dose. Donc ici, la bonne réponse, effectivement, c'est le B. Question 14. 14. Question 14. Il faut faire subir un examen de dépistage de la syphilis à toutes les femmes. A. Lors de la première consultation prénatale. B. Lors de la deuxième consultation prénatale. Et C. Lors de la troisième consultation prénatale. C. Lors de l'accouchement. La réponse est le A. Lors de la première consultation prénatale. Voilà. Donc ici, la réponse est le A. Ça ne souffre pas de débat. C'est au cours de la première consultation qu'il faut prescrire tout ce qui est examen systématique. Hein? Il y a d'autres examens qui sont systématiques. Hein? On continue. Question 15. 15. 15. Qui répond? En l'absence de prévention, le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida dans nos pays, les pays en développement, est de l'ordre de 10 à 15, 15 à 20, 20 à 30, 25 à 45. Sané, vas-y. J'avais choisi le A. Le A, 10-15%. Ah bon, hein? Béatrice qui ne parle pas depuis. Nathalie, qui ne parle pas aussi. Zibaré, envoie-nous la lumière. Oui. Ah non, ça c'est éteint. Hein? Voilà. Sinon, en l'absence de mesures de prévention, le taux de transmission varie entre 25 et 40%. Voilà, donc la bonne réponse là, c'est le D. D.
Alors, traitement tuberculeux chez la femme enceinte, tuberculose et grossesse. Qui prend? En cas de traitement antituberculeux qui inclut la streptomycine chez la femme enceinte, voilà, il faut rassurer la femme que le traitement est sans danger pour son enfant. Il faut rassurer la femme que le traitement comporte des risques mais sans gravité. Il faut orienter la femme vers l'hôpital pour une révision du traitement. Il faut orienter la femme vers l'hôpital pour un traitement supplémentaire. Est-ce que vous avez déjà eu une femme tuberculeuse avec grossesse? Sinon, la streptomycine, là, elle est contre-indiquée au cours de la grossesse. Et lorsqu'elle est sous traitement et qu'une grossesse survient, il faut renvoyer la femme effectivement à l'hôpital pour réviser le traitement. On va enlever la strepto et puis remplacer par un autre antibiotique. Donc la bonne réponse ici, c'est le C. Réorienter la femme pour réviser le traitement. 17. On parle de pré-éclampsie. Qui prend? Sané, qui a le micro ouvert. La pré-éclampsie est l'association de une hypertension artérielle, une grossesse d'au moins 5 mois, une albuminurie, tous les éléments. J'ai choisi le D. Voilà, ici aussi sans embase, c'est le D, puisque habituellement c'est une triade. On a une hypertension artérielle, on a une albuminurie et au moins la grossesse a au moins 5 mois. Voilà. Avant 5 mois, c'est une histoire de hypertension chronique. Voilà. Question 18. Il y en a qui sont là seulement, qui regardent. Participer. Ok. En cas de pré-éclampsie sévère, oui, l'accouchement devrait avoir lieu dans les 24 heures, dans les 12, n'importe quel moment. J'ai choisi dans les 24 heures. En cas de pré-éclampsie sévère, l'accouchement devrait avoir lieu dans les 24 heures. Zivare. Pré-éclampsie sévère. C'est ça? Et en cas d'éclampsie? En cas d'éclampsie, c'est dans les 12 heures. Ok. Donc, lorsqu'on a une éclampsie, une pré-éclampsie sévère, nous avons 24 heures pour extraire l'enfant au risque effectivement de le perdre. Donc, la bonne réponse, c'est le A. Si c'est une éclampsie, on a 12 heures. Voilà. Question 19. Béatrice. Sané. En cas de placenta prévia marginal, le bord inférieur du placenta affleure l'orifice interne du col. Le bord inférieur découle l'orifice interne du col. Le bord inférieur du placenta n'atteint pas l'orifice du col. Option 4. Aucun. C'est le A. Le A, le bord inférieur du placenta affleure l'orifice interne du col. Voilà, donc ça c'est placenta prévia marginal. Si le bord inférieur recouvre totalement l'orifice interne du col, on appelle ça un placenta prévia. C'est un placenta prévia recouvrant. Recouvrant, non. Pas recouvrant, hein. C'est un placenta prévia normalement central.
Parce qu'il faut connaître qu'il y a deux classifications pour le placenta prévia. Il y a d'abord la classification échographique pendant la grossesse. Là, le placenta est soit marginal, soit latéral, soit central. Au cours du travail d'accouchement, le placenta prévia est soit recouvrant, soit non recouvrant. Donc, si vous dites que c'est non recouvrant, bon, en réalité, c'est comme si la femme était en travail. Sinon, ici, on dit qu'il est central. Ça, c'est la classification échographique. D'accord. Question 20. S'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir la différence entre marginal et latéral. Et puis quoi? Placenta prévia marginal et puis placenta prévia marginal. C'est ça que j'ai expliqué tout de suite. J'ai dit le placenta prévia est marginal lorsque le bord inférieur du placenta affleure l'orifice interne du col. Ça veut dire que si le col est ouvert, là, si vous faites le toucher vaginal, vous touchez le placenta à côté. Il est vraiment à côté. Il y a une partie qui est dans l'orifice interne. Dans le placenta prévia latéral, le placenta est vraiment bas inséré. Mais si vous faites le toucher vaginal, vous ne touchez pas le placenta. Il est quand même loin de l'orifice interne du col. Et il est recouvrant lorsque si vous faites le toucher vaginal ou central, lorsque vous faites le toucher vaginal, vous tombez sur le matelas placentaire. C'est ça la différence. Merci. Ça peut aller, voilà, merci. Question 20. Le but de la GATPA, réduire l'effondrement de la délivrance, terminer rapidement l'accouchement pour s'occuper du bébé, réduire la mortalité maternelle liée à l'anémie, éviter la rupture du cordon. Vous avez choisi le A Oui. et le C. Le C, réduire la mortalité maternelle. Donc, ce n'est pas vraiment pour terminer rapidement l'accouchement, ce n'est pas également pour éviter la rupture du cordon, mais la GATPA réduit le saignement après l'accouchement, toute chose qui peut effectivement réduire la mortalité maternelle. Donc ça, c'est juste. On va à la question 21. Question 21. Oui. Preuve utérine se fait. A. Sur un bassin limite. B. Sur un utérus bicicatriciel. C. Sur un utérus unite cicatriciel. D. Sur un bassin normal. Je propose le C. Le preuve utérine se fait sur un bassin unicicatriciel. C'est ça? Oui. Épreuve utérine. Donc, pour faire épreuve utérine, il faut seulement une femme qui a une seule cicatrice. Si elle a deux cicatrices, on ne peut pas faire épreuve utérine. C'est comme ça où s'agit des ignorés. J'ai des ignorés, si ça arrive de l'en rendre directement au bloc. Ah, donc on fait pas, voilà, donc c'est comme ça. Ok. Et le reste, ça c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Écrit quoi? Mais il y a ça aussi. Oui, sur un bassin normal. Si le bassin, si on a une cicatrice et que le bassin n'est pas normal, on ne va pas faire une épreuve utérine. Donc effectivement, c'est vrai, c'est un utérus unicicatriciel et le bassin doit être normal. C'est bon? C'est bon. Voilà, bassin limite là, ça c'est épreuve du travail qui est différent d'épreuve utérine. 22, on y va.
Les différents... Les méthodes de déclenchement du travail sont A. Les méthodes médicamenteuses. B. Les méthodes mécaniques. C. Les méthodes techniques. Et D. Je vais proposer A et B. Oui. Donc, il n'y a pas de technique. Hein? Technique là aussi. Mais j'allais prendre les deux là d'abord. D'accord. Donc, on va prendre les deux. Exemple de méthode médicamenteuse. Il y a l'ocytocine, il y a le misoprostol. Les méthodes mécaniques, c'est essentiellement la rupture artificielle des membranes et puis également l'utilisation de la sonde de Foley. Et également les bougies également qu'on utilisait avant. Donc les méthodes de déclenchement du travail, c'est les méthodes médicamenteuses, c'est les méthodes mécaniques. Les différents types de dystocie. Excusez. Oui. Excusez. Revenez au niveau de 22 là. Oui. Voilà, concernant la technique qui consiste à faire le décollement des membranes là. C'est mécanique. Ça, c'est quel type de mécanique. Technique. Mécanique, quoi. Mécanique. Ah oui. Et la marche. Et là? La marche. C'est pas conseiller la marche pour déclencher le travail. La marche. Ça déclenche le travail. Donc on va dire à nos femmes là de ne plus marcher lorsqu'elles sont à terme. Hein. Ou bien presque au 3e trimestre, essayer de faire un accouchement prématuré. Si c'est de façon fréquente. Non, la marche ne peut pas être un moyen de déclenchement du travail. On ne va pas polémiquer là-dessus. La marche, non. Voilà. Excusez-moi, moi je vais poser une question à celle qui vient de dire que le décollement des membranes aussi est une méthode mécanique pour déclencher le travail. Oui. Moi j'aimerais à ce qu'elle m'explique ce que ça veut dire. Parce que moi j'entends les gens parler, mais bon, je n'ai pas compris, je ne sais pas techniquement comment ça se fait, le décollement des membranes. Le décollement des membranes, ça veut dire que si le col est ouvert, il admet soit un doigt, soit deux doigts. Vous introduisez les doigts bien gantés avec des gants stériles à travers le col et vous essayez de décoller les membranes sans les rompre. Vous mettez les deux doigts entre la poche et la muqueuse utérine. Vous décollez largement les membranes avec les doigts. Vous faites le tour. Vous décollez. Voilà. Et là, à la fin, là, vous allez voir qu'il y a la poche des os qui va commencer à se former. Parce que vous avez décollé prudemment. Parce que si vous ne faites pas attention, au lieu de décoller, vous rompez les membranes. On n'a pas dit de rompre, mais vous les décollez prudemment. Et dès lors que les membranes sont décollées là, d'une manière, c'est physiologique, hein, ça entraîne la sécrétion de comment on appelle, voilà, d'adrénaline et comment je vais dire, des hétérotoniques là qui vont également déclencher le travail. Donc habituellement les gens accompagnent le décollement des membranes aux autres méthodes là. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Il faut ceux qui sont à côté, les élèves, sages-femmes qui sont à côté là, il faut prendre leur cours et vous lisez. Il y a tout ça là-dedans. Ça fait partie des CO1. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez également voir et puis bon, ça va vous faire rappeler également beaucoup de choses. Les différents types de dystocie. 23. Les différents types de dystocie. Les différents types de dystocie sont dystocie osseuse, dystocie dynamique, dystocie fœtale et les dystocies diverses. Moi, j'ai choisi A, B, C, D. Tout. Ah bon. Donc, dystocie osseuse,
On peut prendre par exemple les problèmes liés au bassin. Dystocie dynamique. On peut prendre effectivement une hypocinésie. Dystocie fœtale. On peut prendre une hydrocéphalie qui peut entraîner une dystocie. Les dystocies diverses là, on met là-bas les obstacles préviaires. Hein? Voilà, donc c'est des exemples. Donc ici là, hein, tous les quatre là sont des types effectivement de dystocie que l'on peut avoir. Le signe de Farabeu. Décrit. Le signe de Farabeu décrit le diagnostic de l'engagement, le diagnostic de la présentation du sommet, le diagnostic de la rotation. Oui. Aucun. Et le diagnostic de l'engagement. Donc le signe de Farabeu décrit effectivement le diagnostic de l'engagement. Voilà, donc ça c'est également c'est juste. La réponse là c'est la lettre A. Ok, on peut continuer. Question 25. Ah, il n'y a pas ça. Question 25. Question 25. Les moments de la transmission du VIH de la mère à l'enfant sont A. Au cours de la grossesse. B. Au cours de la fin de ces moments. Je propose le A, B, C. Donc les moments c'est au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement, au cours également de l'allaitement. Ça c'est clair, je pense que ça ne souffre pas de débat. Question 26. Qui veut répondre? Allô? Oui, vas-y. Voilà. Pour réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant, il faut prévenir le VIH. Je pense que ça fait partie. Éviter les grossesses non désirées. Oui, ça fait partie. Faire une prophylaxie aux ARV, ça fait partie. Donc A, D et puis C. Ok, donc ça c'est effectivement les moyens de prévention de la PTME ou bien de l'ITME maintenant. Pendant la première partie du cycle menstruel. Le cycle menstruel. Oui. Pendant la première partie du cycle menstruel, un follicule ovarien arrive à maturité. Le taux de progestérone sécrété augmente. Le mucus très épais et coagulé. La sécrétion de FSH est supérieure à celle de LH. Supérieure à celle de LH. Moi, j'ai choisi le A. Oui. Un follicule ovarien arrive à maturité. Le mucus cervical, c'est la glaire cervicale. Oui, j'ai choisi le C. Le C. Le A et le C. Ah bon? C'est tout? Zibari. Le taux de FSH est supérieur à celle de LH. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Hey. Vous avez vu ça où? Voilà, effectivement, au cours de la première moitié du cycle menstruel, là, c'est un peu ça. On va voir que dans la deuxième moitié, le taux de LH là va augmenter et généralement,
C'est ça qui déclenche effectivement l'ovulation. La glaire cervicale, pendant la première période, là, elle est un peu épaisse pour devenir un peu filante vers dans la deuxième moitié effectivement du cycle. Et maintenant le A, on dit au cours de la première moitié là, un follicule arrive à maturité. Est-ce que pendant la première moitié du cycle menstruel là, il y a un follicule mûr? Parce que le follicule mûr là, c'est lui qui... Hein? C'est pendant la première période qu'un follicule va... C'est un follicule, oui. Il commence à maturité. Ah bon? Moi j'ai compris que bon, parce que quand le follicule est mûr, c'est là qu'il expulse l'ovule. On dit un follicule arrive à maturité. La maturité, c'est au moment de la fécondation. Ah bon? Au moment de l'ovulation du moins. Oui. Donc, arrive en maturité. Bon, les autres, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais moi, j'avais... Moi, dans ma tête... Le follicule va se développer. Oui. Arriver à maturité au moment de l'ovulation. D'accord. Je ne sais pas comment les autres comprennent, hein. Sinon, bon, moi, j'allais ajouter ça, mais si la compréhension est telle que il est toujours dans le processus, bon, on peut garder les deux. Sinon, pour moi, en tout cas, c'est dans la première moitié là que ça évolue pour atteindre la maturité au cours de la deuxième moitié du cycle. J'aimerais savoir, est-ce au cours de la deuxième moitié là? Oui. D'abord, on parle de follicules. On parle de follicules là-bas. Mais oui, on parle de follicules mûrs. Le follicule mûr là, ça arrête à l'ovulation. Oui, à l'ovulation, il se fait. Hein? J'ai dit le follicule mûr s'arrête à l'ovulation. Au moment de l'ovulation que l'ovule sera expulsé. Oui. Je ne pense pas que l'ovule atteint au niveau de la deuxième moitié du cycle. Ou bien on se s'il n'atteint pas, donc la femme, donc elle ovule au cours de la première partie du cycle, donc. Le follicule de dégraffe là, c'est lui qui libère l'ovule, non? Oui, c'est lui qui libère l'ovule. Mais c'est les follicules qui deviennent follicules de dégraffe en état mature. Ou bien je ne comprends pas. Bon, peut-être que c'est moi aussi qui comprends trop. D'accord, il n'y a pas de follicule de dégraffe là-haut. Après l'ovulation là, lui il va expulser l'ovule. Mais pas après, pas après. Ne dites pas après l'ovulation. Si vous dites après l'ovulation, c'est pas juste. Je ne comprends pas. Je vais vraiment comprendre. C'est pas une histoire de compréhension. On n'est pas au niveau du cycle. On dit au cours de la première moitié du cycle là, il y a un follicule ovarien qui arrive à maturité. Et vous avez dit que c'est vrai. C'est ça que vous avez dit, non? Oui. Hein? Oui. Et j'ai dit, est-ce que la maturité là, c'est au cours de la première moitié? C'est au moment, c'est dans la deuxième moitié là que le follicule arrive à maturité. C'est pas au cours de la première période. Donc la réponse là, c'est le C et le D. Ok? Bon,
Allez-y rapidement. Oui, concernant la question qui vient de passer. Bon, on est toujours là-bas, on n'est pas passé. Allez-y. Vous dites que moi aussi, je pense que le viol là, quand on dit on peut aller. Le 14e jour Ça crache beaucoup si bien qu'on n'entend pas. On n'a pas pu entendre ce que vous avez dit. Allez-y, on vous écoute. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Oui. Je pense que l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Oui. Le 14e jour du cycle fait partie de la première moitié du cycle. Donc, quand on dit pendant la première moitié du cycle, un follicule ovarien arrive à maturité. Je pense que c'est vrai. Le A la fait partie. Parce que l'ovulation a eu le 14e jour, et le 14e jour du cycle qui fait partie de la première moitié du cycle. Première partie du cycle plutôt. Vous m'avez entendu maintenant? Bon, on dirait que vous avez dit de cocher également le A. Voilà. Ok, si c'est tel que vous l'avez compris, il n'y a pas de problème. Peut-être que moi aussi j'ai mal formulé ma question. J'accepte, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, dans quelques minutes, notre connexion la risque de nous lâcher, mais il faut juste recliquer seulement. Parce que la session l'a fait 40 minutes. Donc quand ça arrive, chaque 40 minutes, il faut renouveler. 28. Ouais. 28, on peut aller. Là-bas, c'est nous, on n'a pas vu. 28. Oui. On dit la ponte ovulaire est provoquée par une brusque augmentation de la sécrétion du LH. Oui. Contemporaine de la température possible parce qu'il y a une inhibition de la sécrétion FSH et de LH par des oestrogènes, dû à une lyse enzymatique de la paroi folliculaire. Je pense que c'est le A. Le A. Moi, je propose par une brusque augmentation de la sécrétion de LH. Voilà. Contemporaine d'une augmentation de la température centrale. Ça ne fait pas partie. Oui, ça aussi, ça fait partie. Oui. Au moment de l'ovulation, il y a une légère augmentation de la température. Oui, ça aussi, ça. Voilà. Et aussi pour que l'ovule puisse sortir là, il faut que le follicule puisse se casser en fait. Donc il y a un processus qui va permettre une lyse, une destruction de la paroi du follicule pour permettre à l'ovule de sortir. Ok. Voilà, donc on peut ajouter également